Chers étudiants, bonsoir. Nous allons terminer maintenant la partie 3 du premier chapitre Introduction aux micro-organismes. Nous allons maintenant nous intéresser à la cellule bactérienne sur le plan cytologique. Donc, vous avez devant vous un schéma général d'une cellule bactérienne. Une cellule bactérienne est constituée d'éléments obligatoires et d'éléments facultatifs. Les éléments obligatoires, ce sont les éléments qui se trouvent chez toutes les bactéries. On commence premièrement par le cytoplasme, c'est-à-dire tout ce qui est milieu aqueux à l'intérieur de la bactérie, qui est riche en nutriments, qui est riche en eau, en nutriments, en sels minéraux, ainsi de suite. Le deuxième élément obligatoire, c'est l'ADN chromosomique. Donc, c'est un seul ADN circulaire qui baigne directement dans le cytoplasme. Donc, ça, c'est le chromosome. Le troisième élément obligatoire, c'est la membrane plasmique. C'est la membrane plasmique qui entoure toute la cellule bactérienne. Suivi par la paroi, ici. La paroi, c'est l'élément de protection de la cellule bactérienne qui entoure toute la cellule bactérienne aussi. Entre la paroi et la membrane cytoplasmique, vous avez un espace qui entoure tout le cytoplasme et qui s'appelle l'espace périplasmique. Ça, c'est l'espace périplasmique. Donc, à l'intérieur du cytoplasme, nous allons trouver les ribosomes. Ce sont les éléments responsables de la synthèse protéique. Nous allons trouver aussi donc un petit repliement de la membrane cytoplasmique qui est responsable de la respiration cellulaire et qui s'appelle le mésosome. C'est l'équivalent de la mitochondrie chez la cellule eucaryote. Voilà. Donc ici, vous allez trouver toutes les enzymes de la chaîne respiratoire, donc qui sont responsables de la respiration cellulaire. Donc je pense ainsi, nous avons tout décrit, les éléments obligatoires. Nous passons aux éléments facultatifs. Les éléments facultatifs, ce sont les éléments qui se trouvent chez certaines bactéries et ils sont absents chez d'autres bactéries. Nous commençons par le premier élément facultatif, c'est le flagelle. Le flagelle, donc, c'est l'élément responsable de la locomotion ou de la mobilité. Il se trouve uniquement chez les bactéries mobiles. Vous avez les pili ou les cils, vous avez les pili communs et les pili sexuels qu'on va expliquer en détail plus tard. Vous avez aussi un autre élément facultatif, c'est le plasmide. Donc c'est un petit ADN circulaire extra-chromosomique, extra, c'est-à-dire qui se trouve à l'extérieur du chromosome bactérien et qui est responsable ou porteur des gènes facultatifs ou des gènes variables. Voilà. Donc, on peut le trouver chez certaines bactéries et il est absent chez d'autres bactéries. Vous avez aussi la capsule. Donc, c'est un élément de surprotection. C'est un style d'une autre paroi qui entoure toute la bactérie. Donc, la capsule est présente chez certaines bactéries et absente chez d'autres bactéries. Vous avez aussi les chromatophores. Ça veut dire les chromatophores, ce sont des petites vésicules qui possèdent les pigments chlorophylliens. Ces pigments chlorophylliens sont responsables de la photosynthèse. Donc, c'est les équivalents des chloroplastes chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, on trouve donc les chloroplastes. Chez certaines bactéries, on trouve les chromatophores. Quel type de bactéries? Ce sont les bactéries photosynthétiques. Donc, ça existe des bactéries qui sont capables de faire la photosynthèse. Voilà. Donc ça, d'une façon générale, une description d'une bactérie avec ses éléments facultatifs et ses éléments obligatoires. Donc on commence par la membrane plasmique. La membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique. C'est une bicouche lipidique. Donc vous avez la première couche vers l'extérieur, une deuxième couche vers le cytoplasme. C'est une bicouche lipidique. Donc, à l'intérieur de cette bicouche, vous avez les chaînes d'acides gras qui se trouvent l'une en face de l'autre et qui constituent un environnement hydrophobe. Voilà. Donc, vers l'extérieur ici, vous avez une région hydrophile ou une région polaire
vers le milieu extérieur et aussi une région hydrophile ou une région polaire vers le cytoplasme. Cette région hydrophile ou polaire est constituée de glycérol, c'est-à-dire les OH du glycérol qui constituent le lipide, et aussi le phosphate, les têtes des phosphates. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les acides, vous allez faire ça en biochimie plus tard, que donc les lipides sont constitués d'alcool et d'acides gras et spécialement les phospholipides sont constitués d'alcool, d'acides gras, donc ici l'alcool, d'acides gras et de phosphate. Donc l'alcool et le phosphate constituent la partie polaire et les chaînes d'acides gras constituent la partie hydrophobe. Voilà. Donc la paroi, c'est une structure fine de 8 nanomètres d'épaisseur. Donc plutôt la membrane, c'est une structure fine de 8 nanomètres d'épaisseur. C'est une bicouche phospholipidique dans laquelle sont enchâssées des protéines. Donc il n'y a pas que ce schéma qui représente la membrane plasmique, mais le schéma complet de la membrane plasmique, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la bicouche lipidique, donc ça, c'est la première couche. Ça, c'est la deuxième. La première couche face l'environnement extérieur et la deuxième couche face l'environnement intérieur ou le cytoplasme. Donc, dans cette bicouche lipidique, vous allez trouver les protéines qui traversent toute la bicouche lipidique. Parfois, vous pouvez trouver des protéines dans la partie extérieure et des protéines vers la partie intérieure. Donc, on les appelle les protéines extrinsèques, les protéines intrinsèques, les protéines qui traversent toute la bicouche lipidique. Ces protéines sont responsables des échanges cellulaires, c'est-à-dire les échanges cellulaires, ça veut dire entrée des nutriments et sortie des déchets. Voilà. Les protéines enchâssées dans cette bicouche lipidique ont une mobilité très libre, c'est-à-dire ils sont mobiles dans cette bicouche lipidique. Elles se déplacent avec toute liberté. Voilà. La paroi bactérienne. La paroi est une enveloppe rigide qui représente 20% du poids sec de la cellule. Donc le rôle, elle assure la forme, parce que grâce à la paroi, vous avez la forme en coccyre, la forme en bacille, donc la forme hélicoïdale, ainsi de suite. Donc c'est elle qui donne la forme à la cellule. Le rôle primordial de la paroi, c'est la protection cellulaire. C'est la protection cellulaire, c'est la résistance à la forte pression. Donc c'est la résistance à la forte pression osmotique. C'est grâce à la paroi que la cellule résiste à la forte pression osmotique. Elle a aussi un rôle dans la division cellulaire. Un petit rôle dans la division cellulaire qu'on ne va pas expliquer dans ce chapitre parce que ce n'est pas très important à votre niveau. Donc, les types de la paroi bactérienne. Monsieur Gram, donc, c'est lui qui a inventé une certaine coloration qui s'appelle la coloration de Gram. Donc, il a classé la paroi bactérienne en gram positif et en gram négatif. Donc, vous avez deux types de parois bactériennes qui ont deux compositions chimiques différentes. Et grâce à cette composition chimique différente, ils ont une réponse différente à une certaine méthode de coloration qu'on appelle une coloration de Gram. La coloration de Gram. Maintenant, on va expliquer d'abord la composition chimique des grammes négatifs et des grammes positifs. Et par la suite, on va expliquer la coloration de Gram. Donc, selon la coloration de Gram, la paroi gram positif donne une certaine coloration qui est la coloration violet. Et la paroi des grammes négatifs répond à cette coloration et donne une certaine coloration qui est la coloration rose. Maintenant, pourquoi violet dans le cas des grammes positifs et rose dans le cas des grammes négatifs? Parce qu'ils ont deux compositions chimiques différentes. Donc, on va expliquer d'abord la composition chimique, puis on explique la méthode de la coloration de grammes. Les grammes négatifs, la paroi de grammes négatifs. J'explique cette photo de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, de l'intérieur, vous avez ici la membrane plasmique. Donc, c'est une bicouche
lipidique à l'intérieur de laquelle sont enchâssées les protéines. Vous avez les protéines vers l'extérieur, les protéines vers l'intérieur et les protéines qui traversent toute la bicouche lipidique. À partir de là, donc vous avez l'espace périplasmique ici. Voilà. À partir de là, commence la paroi. Donc la paroi est constituée, premièrement, d'une fine couche de peptidoglycanes, une couche très très fine de peptidoglycanes. Le peptidoglycane, donc, c'est une association de dérivés d'ose, de dérivés de sucre. C'est pour ça qu'on dit glycane, les dérivés de sucre. C'est le N-acétylglucosamine et le N-acétylmuramique. Voilà. Donc, c'est une association de dérivés d'ose avec des peptides, avec un pentapeptide, principalement un pentapeptide. Voilà. Donc, cette composition donne une certaine rigidité. Donc, le peptidoglycane, il est très rigide. Il est très rigide. Donc, ça donne une couche. Vous avez chez les grammes négatifs, la couche du peptidoglycane, c'est une couche très très fine. Voilà. On ajoute à cette couche fine de peptidoglycane donc une membrane externe, une membrane externe qui ressemble à la membrane plasmique, mais ce n'est pas une membrane plasmique. Donc, c'est une membrane externe de nature lipidique dans laquelle sont enchâssées des protéines qui sont responsables de la nutrition, c'est-à-dire pour faire pénétrer les nutriments et faire sortir les déchets. Donc, vers l'extérieur, vous avez des chaînes glucidiques, Donc, c'est une membrane lipidique, principalement lipidique, constituée de lipopolysaccharides. Donc, c'est des lipides associés à des saccharides. On les appelle lipopolysaccharides. Donc, pour mieux expliquer, vous avez un autre schéma ici, des grammes négatifs. Donc, vous avez la membrane plasmique ici, l'espace périplasmique ici. Vous avez une couche de peptidoglycane. Donc, ce sont des dérivés de sucre associés à des peptides, voilà, qui donnent une certaine rigidité, mais c'est une couche très très fine. Et puis, vous avez une membrane externe, ici. Voilà cette membrane externe. Voilà, une membrane externe. Cette membrane externe, donc, est constituée de lipides, des protéines aussi, et des polysaccharides. Donc, ce qui donne lipides avec des polysaccharides, ça donne des lipopolysaccharides. Donc, nous avons terminé les grammes négatifs. Donc, résumé de la paroi des grammes négatifs. La paroi des grammes négatifs est constituée d'une fine couche de peptidoglycane avec une membrane externe de nature lipopolysaccharidique avec des protéines enchâssées, ainsi de suite. OK? Donc, les grammes positifs. Contrairement aux grammes négatifs, les grammes positifs est constitué donc d'une couche très épaisse de peptidoglycane. Voyez? Donc, c'est une couche très épaisse de peptidoglycane, donc, qui sont associés avec des acides teichoïques. Des acides teichoïques, voilà. Donc, ce qui donne, puisque c'est une épaisseur, c'est une couche très épaisse, ok, associée aux acides teichoïques, ça donne une paroi très très rigide. Donc, vous avez ici la membrane plasmique, voilà, ça c'est la membrane plasmique. L'espace périplasmique, il est là, puis ça vient la paroi. La paroi, il n'y a pas de lipides dans cette paroi. Il n'y a pas du tout de lipides dans cette paroi. Il y a seulement du peptidoglycane, une couche très épaisse de peptidoglycane. Voilà. Associée avec des acides teichoïques, qui sont des polyalcools phosphates. Voilà. Donc, vous avez des schémas, un autre schéma donc d'une paroi gram positif. Donc, vous avez la membrane plasmique ici, l'espace périplasmique ici, puis la paroi, voilà, qui est constituée de peptidoglycane, principalement de peptidoglycane, avec des acides teichoïques. Bien sûr, vous avez certaines parois
certaines protéines qui sont associées à la paroi, qui sont responsables du transport des nutriments et sortie des déchets. Donc, nous sommes ici à la coloration de Graham. Donc, en 1884, Graham, médecin danois, mit au point la méthode de la coloration. Elle est basée sur la perméabilité de la membrane au passage de certains solvants. Perméabilité de la membrane au passage de certains solvants, colorants et solvants aussi. Donc, on commence par les étapes de cette coloration de Graham. La première étape de cette coloration de Graham, c'est la préparation d'un frottis. Qu'est-ce que ça veut dire un frottis? Ce sont des cellules mortes fixées sur un support en verre, qui est une lame. Donc, je cultive une bactérie dans un milieu de culture, puis je prends une partie de la colonie bactérienne, donc je vais la mettre sur une lame, la mouiller avec de l'eau distillée stérile, je vais l'étaler sur la lame en verre et la fixer. Comment je vais la fixer? Je vais la fixer grâce à la chaleur, c'est-à-dire je vais la sécher contre la flamme du bec benzène. Et lorsque je la sèche à la flamme du bec benzène, les cellules seront mortes et fixées sur la lame en verre. De cette manière, j'aurai des bactéries qui sont étalées en fines couches sur une lame en verre. Okay? Donc, je vais commencer par la suite la coloration de Graham. Le premier colorant utilisé dans cette coloration de Graham, c'est le violet de gentiane. Donc, je pose cette lame, je vais l'inonder en colorant violet qui s'appelle le violet de gentiane. Donc, la deuxième partie de la coloration, c'est la fixation au lugol. C'est une solution iodée, iodurée. Pourquoi je fixe? Donc, ce lugol, il va fixer le violet de gentiane. L'iode avec le violet de gentiane, il va former un complexe qui reste à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est une fixation de la coloration, c'est tout. La troisième étape, c'est une décoloration à l'alcool. Donc, cette étape, c'est une étape très, très importante dont la durée est primordiale dans la réussite de la coloration de Graham. Donc, la durée de cette décoloration par l'alcool, en général, on utilise un temps de 30 secondes, pas plus de 30 secondes. Donc, il faut bien calculer le temps de cette partie. Par la suite, une fois décoloré à l'alcool, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recolorer à la fuchsine. Donc, je vais utiliser un deuxième colorant qui s'appelle la fuchsine. La fuchsine, bien sûr, comme son nom l'indique, elle est rose. Donc, j'ai utilisé le premier colorant violet de gentiane, je l'ai fixé, puis j'ai décoloré, puis j'ai recoloré une deuxième fois par la fuchsine. Le résultat, c'est quoi? Donc, les résultats. Si la cellule ne se décolore pas, donc c'est une paroi Gram positive. Donc, le résultat, on va faire une observation microscopique par la suite. On va trouver que les cellules sont violettes. Qu'est-ce que ça veut dire, les cellules sont violettes? Ça veut dire qu'elles ont pris la première coloration, violet de gentiane. Je reviens à la paroi Gram positive. Donc, voilà la paroi Gram positive. C'est une paroi qui est très riche en peptidoglycanes, qui est trop épaisse. La partie peptidoglycane est trop épaisse. Voilà. Et comme elle est épaisse, lorsque j'utilise le premier colorant, il rentre, elle devient violet. Voilà. Et lorsque je décolore, j'utilise l'alcool, l'alcool n'arrive pas à pénétrer. Il ne va pas pénétrer puisqu'elle est trop épaisse. Et elle est rigide. L'alcool ne pénètre pas à travers le peptidoglycane. Donc, il ne va pas décolorer le violet, il ne va pas faire sortir le violet de gentiane. Donc, la cellule reste colorée en violet. Voilà. Donc, si la cellule, elle ne se décolore pas à l'alcool, donc elle reste violet. Et si elle reste violet, c'est une paroi Gram positive. Voilà. Maintenant, la paroi Gram négative, elle a un autre comportement vis-à-vis de cette coloration. Pourquoi? Parce que sa composition est principalement lipidique, parce qu'elle est constituée principalement de lipides. Voilà la paroi Gram
négatif. La paroi gram-négative est constituée d'une fine couche de peptidoglycane, donc c'est très fin, et la partie principale est lipidique, est formée de lipopolysaccharides. Donc si j'utilise le violet gential, elle va devenir violet, mais une fois que j'utilise l'alcool, l'alcool il pénètre facilement à travers les lipides. Voilà, il pénètre facilement à travers les lipides. Il va déstabiliser donc le complexe violet gentiane iode, donc qui va sortir, elle va devenir décolorée. Donc lorsque j'utilise le deuxième colorant qui est la fuchsine, elle va être colorée en rose. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle si elle se décolore, elle devient rose, donc elle va prendre le deuxième colorant, donc c'est une gramme négative. Donc la paroi gramme négative, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être colorée en violet, mais elle va perdre cette coloration à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle est principalement lipidique, donc l'alcool il va pénétrer, donc il va la décolorer. Donc par la suite, elle va prendre le deuxième colorant et elle va devenir rose. Donc le cytoplasme ne se colore pas. Plutôt le cytoplasme se colore et le peptidoglycane est responsable de la rétention du colorant vu son épaisseur. Donc, relation entre la structure de la paroi et la coloration de Gram. Dans la coloration de Gram, un complexe insoluble de violet gentiane et d'iodure apparaît à l'intérieur de la cellule. Ce complexe est extrait par l'alcool chez les bactéries Gram négatifs, mais pas chez les Gram positifs. Les bactéries Gram positifs ont une paroi très épaisse, j'ai bien expliqué ça, paroi très épaisse constituée de plusieurs couches de peptidoglycane qui empêche alors la sortie du complexe violet gentiane et d'iodure de la bactérie. Je fais un résumé. Donc là, j'ai fait un résumé global donc, de la coloration de Gram. Donc les étapes. La première étape, c'est la coloration au violet gentiane plus fixation au lugol. La bactérie Gram positive, elle devient violet. Et la bactérie Gram négative, elle est aussi violet dans la première partie. Mais dans la deuxième partie, lorsque j'utilise l'alcool, la paroi Gram positive, comme elle est constituée d'une couche très épaisse de peptidoglycane, l'alcool ne pénètre pas, il ne va pas déstabiliser le complexe violet gentiane iode. Donc la cellule est toujours violet ici, elle reste violet. Mais comme les grammes négatifs, la paroi des grammes négatifs est constituée principalement de lipides, donc elle va se décolorer à l'alcool et elle devient incolore. Maintenant, à cette étape, je peux dire si je fais une observation microscopique, si je suis vraiment un bon microbiologiste, à cette étape-là, je peux faire une observation microscopique. Si elle est toujours violet, c'est une gramme positive. Si elle est incolore, c'est une gramme négative. Mais à savoir si je peux l'observer à cette étape-là, en étant incolore. Donc, pour faciliter l'observation microscopique, donc, nous avons rajouté une autre étape de contre-coloration. Et cette contre-coloration, donc, va apparaître ce qui était incolore, il devient rose. Mais ce qui était violet, il est toujours violet. Il ne va pas reprendre la contre-coloration. Il va rester violet. Donc, en conclusion, à la fin de la coloration de Gram, tout ce qui est gramme positif, il est violet. Tout ce qui est gramme négatif est rose. Pourquoi celui-là, il est violet? Parce qu'il n'est pas décoloré. Pourquoi? Parce que sa paroi est rigide. Parce qu'elle est épaisse et formée principalement de peptidoglycane. Pourquoi celle-là est rose? Parce qu'elle a été décolorée par l'alcool. Pourquoi? Parce que sa paroi est principalement constituée de lipides, donc elle se décolore et elle va reprendre la deuxième coloration et elle va devenir rose. Voilà. Donc la coloration de Gram n'est qu'un moyen de détecter la nature de la paroi d'une bactérie ou d'une autre. Donc, au lieu de faire une synthèse chimique, par exemple, une synthèse chimique, plutôt, c'est pas une analyse chimique de la paroi pour savoir si elle est gramme positif ou gramme négatif, une simple coloration de Gram peut nous donner une idée sur la composition chimique de cette paroi et avec un moindre coût. Donc, une simple coloration, si elle retient le premier colorant, elle ne va pas être décolorée, c'est une gramme positive.
qu'est-ce que ça veut dire? Elle a une paroi épaisse formée principalement de peptidoglycans. Si elle perd la première coloration et elle gagne la deuxième coloration, ça veut dire qu'elle a été décolorée. Pourquoi elle a été décolorée? Parce qu'elle a une paroi principalement lipidique. Elle a une membrane externe principalement lipidique avec une couche très fine de peptidoglycans. Voilà. Donc la coloration de Gram n'est qu'un moyen de dépistage des bactéries en deux classes, les Gram positifs et les Gram négatifs. Donc je vous donne ici des exemples de bactéries Gram positifs. Ça, ce sont des Gram positifs. Voilà. Ça, ce sont des Gram positifs. C'est des bacilles Gram positifs. Ça, c'est des cocci Gram positifs. Donc ça, c'est des streptocoques Gram positifs. Ça, c'est des bacilles, des streptobacilles Gram positifs. Ils sont violets. Voilà les Gram négatifs. Gram négatifs. Ici, c'est des cocobacilles. Voilà, c'est des bacilles, des petits bacilles, des très petits bacilles. On les appelle cocobacilles, Gram négatifs. Ça, c'est des cocci Gram négatifs. Ils sont roses. Donc ça, il est violet. Donc c'est Gram positif. Et l'autre, il est rose. C'est un Gram négatif. On part à la capsule maintenant. La capsule, c'est une surprotection. Voilà la capsule, elle est là. Donc c'est une autre paroi, c'est une seconde paroi qui entoure toute la bactérie. Seconde paroi qui entoure toute la bactérie. C'est un moyen de surprotection. Donc la capsule, elle a un rôle principalement dans la protection cellulaire. Elle est responsable de la pathogénicité chez certaines espèces. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse des antigènes chez les bactéries pathogènes. Voilà. Donc, regardez, il y a ici une vue au microscope électronique. Ça, c'est une bactérie encapsulée. Ici, ça, c'est une bactérie encapsulée. Regardez, elle a une structure amorphe. Voilà. Et ça, c'est la même bactérie mutée qui a subi une mutation sans capsule. Voilà, sans capsule. Il n'y a pas de capsule. Donc, tout ce qui est en noir ici, structure amorphe en noir, c'est la capsule bactérienne qui est responsable d'une surprotection de la cellule bactérienne. Voilà. On parle maintenant aux organes de locomotion. Donc, détail par détail, organes de locomotion. On parle des flagelles. Les flagelles sont des structures inconstantes chez les bactéries. Ça veut dire inconstantes qui n'existent pas chez toutes les bactéries. Elles existent principalement chez les bactéries mobiles. Donc, inconstantes chez les bactéries, responsables de la mobilité des bactéries. Donc, c'est elles qui donnent la mobilité à la bactérie dans son milieu et qui possèdent, donc, les bactéries qui en possèdent. Voilà. Ils sont retrouvés surtout chez les formes bacillaires, donc les flagelles se trouvent chez les bacilles, très rarement chez les cocci. On ne les trouve pas fréquemment chez les cocci. Le flagelle, lorsqu'il existe, principalement chez les bacilles. Ils sont aussi de nature, donc les flagelles sont de nature protéique. Ils sont responsables de la mobilité. Donc ce mouvement-là donne une certaine mobilité à la cellule. Voilà. Donc la disposition des flagelles. Vous pouvez trouver, c'est ce qu'on appelle les ciliatures. Qu'est-ce que ça veut dire les ciliatures? C'est-à-dire la disposition des flagelles dans le corps bactérien. On peut trouver un seul flagelle dans un pôle. Un seul pôle, on parle dans ce cas d'une ciliature monotriche. Voilà l'exemple. Voilà. Donc, on peut trouver une touffe de flagelles, c'est-à-dire plusieurs flagelles qui démarrent d'un seul pôle. On parle d'une ciliature lophotriche. On peut trouver deux touffes de flagelles situées de part et d'autre des deux pôles de la bactérie. C'est une ciliature amphitriche, c'est-à-dire dans un pôle et dans le deuxième pôle. On peut trouver aussi c'est-à-dire les flagelles qui entourent tout le corps bactérien. Donc, on parle d'une ciliature péri, c'est-à-dire le périmètre, péritriche. Ça, c'est une ciliature péritriche qui démarre de tout le pourtour bactérien. Donc, les pili, ce sont donc de nombreuses bactéries à Gram négatif, exceptionnellement des bactéries à Gram positif. Donc, on les trouve principalement chez les Gram négatifs,
possède des appendices de surface plus courts, plus fins que les flagelles que l'on appelle cils ou pili. Pilus, ça veut dire poil. Pilus en latin, ça veut dire poil. Donc les cils, regardez les flagelles ici, les flagelles sont trop longs, sont longs. Alors que les cils sont des poils, des petits poils qui entourent tout le corps bactérien. Donc vous avez deux types de pili. Vous avez les pili communs, de structure protéique filamenteuse de 2 à 3 micromètres donc de longueur, disposés régulièrement à la surface. Donc les pili communs, vous les trouvez sur toute la surface de la bactérie. Voilà, ça c'est les pili. Les pili communs, donc voilà, responsables de la fixation des bactéries sur un support nutritif. Donc les pili communs, ils ont un rôle dans l'accrochement de la bactérie sur un support nutritif pour qu'elle puisse se nourrir. Donc la bactérie, elle est là, elle est mobile. Lorsqu'elle trouve un support intéressant, nutritif, elle va s'accrocher. Comment elle s'accroche? Grâce aux pili communs. Voilà. Elles ont un petit rôle dans la mobilité, mais le principal rôle, c'est la fixation sur un support nutritif. Le deuxième type de pili, c'est les pili sexuels. Ils sont plus longs que les pili communs. Ils n'ont pas la taille, une petite taille comme les pili communs, mais elles ne sont pas longues comme les flagelles. Donc, ils sont plus longs que les pili communs et ils ne sont pas trop nombreuses. Ils sont à 1 à 4 dans un corps bactérien. 1 à 4 pili sexuels. Ils jouent un rôle essentiel dans l'attachement des bactéries entre elles au cours de la conjugaison. Donc, la conjugaison bactérienne. Là, je vais vous donner c'est-à-dire une explication très générale parce que ça rentre dans la génétique bactérienne et ceci ne fait pas l'objet de ce cours. Le pili sexuel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque deux bactéries se trouvent l'une à côté de l'autre, regardez, le pili sexuel, il va faire un pont, il va s'allonger, il va faire un pont entre une bactérie et une autre. Donc, ces bactéries-là, ils vont faire passer le matériel génétique ici. Donc, il y a une bactérie donatrice qui va couper son ADN, l'ADN va traverser le pili sexuel, il va se trouver face à l'ADN de la bactérie réceptrice ici. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un échange de gènes entre les deux bactéries, il y aura un échange de gènes. Et lorsque l'échange se termine, la bactérie donatrice va reprendre son ADN modifié, qui a été modifié parce qu'il y a eu une recombinaison génétique, il y a eu un échange de gènes. Elle va retirer son ADN et le pili sexuel, il va être coupé ici. On aura dans ce cas deux bactéries modifiées génétiquement, c'est-à-dire celle-là, elle va être modifiée et l'autre, elle va être modifiée parce qu'il y a eu un échange de gènes entre les deux. Voilà. Parfois, il y a même des passages de plasmides à travers... Donc, par exemple, cette bactérie possède un plasmide. Souvenez-vous, le plasmide, c'est quoi? C'est un petit ADN extra-chromosomique. Donc, il peut passer d'une bactérie donatrice vers une bactérie réceptrice. Donc, celle-là va perdre son plasmide et celle-là, elle va gagner un plasmide. Donc, c'est juste... Donc, le pili sexuel, c'est un moyen d'échange génétique entre les bactéries. On parle maintenant donc, de la spore. La spore, c'est quoi? C'est une forme de résistance. La spore, c'est parmi les éléments facultatifs. C'est parmi les éléments facultatifs. Pourquoi? La spore, elle ne se forme pas chez toutes les bactéries. Elle se forme chez certaines bactéries. Elle existe chez certaines, elle n'existe pas chez d'autres. Voilà. Donc, le caractère de la sporulation, c'est un caractère qui n'existe pas chez toutes les bactéries, uniquement chez les bactéries qui possèdent le gène qui code pour la sporulation. C'est tout. Donc, la spore, c'est quoi? C'est une forme de résistance de la bactérie. On parle d'endospore. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Cette forme de résistance se forme à l'intérieur de la bactérie. Cette forme de résistance, c'est quoi? Quand est-ce qu'elle va se former?
Par exemple, vous avez ici une cellule végétative. Ça, c'est la cellule végétative. C'est quoi la cellule végétative? C'est la cellule vivante qui se nourrit, qui se divise, qui se déplace le plus normalement du monde. C'est-à-dire elle est vivante dans son milieu. Pourquoi? Parce que son milieu est riche, il lui donne les nutriments, l'eau, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de danger. Lorsque le milieu il devient défavorable, qu'est-ce que ça veut dire défavorable? Il y a un manque de nutriments, il y a un certain manque d'eau, une sécheresse, une température qui commence à devenir élevée. À ce moment-là, si la bactérie possède la possibilité de sporuler, elle va sporuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va former un type d'organe de résistance, ce qu'on appelle l'équivalent d'un petit œuf. Par exemple, ici, cet œuf-là, qu'est-ce qu'il va entourer? Il va entourer son ADN, puisque la partie principale de cette bactérie, c'est son ADN. Une fois que je protège l'ADN, ça veut dire que j'ai protégé l'espèce. C'est bon. Ça veut dire ici, j'ai pu protéger l'espèce. Donc, il va former une forme de résistance qui entoure son ADN. Elle va protéger son ADN pour garder son espèce. Donc, et le reste de la cellule, il va être... c'est des vestiges cellulaires, c'est-à-dire c'est des restes de cellules qui vont, avec le temps, la spore, elle va s'agrandir, elle va s'épaissir, donc elle va déchirer le corps bactérien et elle va sortir dans le milieu. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, ici, vous avez des cellules bactériennes qui possèdent des spores à l'intérieur. Et vous avez des spores qui ont été libérés, c'est-à-dire ils ont déchiré le corps bactérien, le reste du corps bactérien, et ils sont sortis vers l'extérieur. Voilà. Remarquez la spore, comment elle apparaît? Elle apparaît incolore et réfringente. Lorsque je colore, la spore ne laisse pas pénétrer les colorants. Pourquoi? Parce qu'elle a une paroi très épaisse. Donc tout le corps bactérien peut être coloré, sauf la spore. La spore, elle ne va pas prendre les colorations. Donc elle apparaît réfringente, incolore et réfringente. Voilà. Donc regardez la spore. Qu'est-ce qu'elle possède? Les différentes couches de cette spore. Donc vous avez l'ADN. Ici, c'est la membrane sporale. La membrane sporale, c'est quoi? C'est la membrane qui était la membrane plasmique dans la cellule végétative. Elle va devenir une membrane sporale. Donc la membrane dans la cellule végétative, la membrane plasmique, elle va entourer l'ADN et devient une membrane sporale. Par la suite, vous avez ici, à l'intérieur, vous avez le cytoplasme sporal. Voilà. Le cytoplasme sporal, c'est le cytoplasme bactérien, il va entourer, il va rester avec son ADN pour donner le cytoplasme sporal. Et ici, la paroi sporale, c'est quoi? C'est la paroi bactérienne. Elle va aussi entourer l'ADN. Donc ça, jusqu'au là, il a été fourni par la cellule mère, la cellule végétative. Donc l'ADN, le cytoplasme sporal et la paroi sporale. Voilà. Et en plus de ça, il va se former 4 couches. Regardez, 4 couches plus épaisses, donc 4 couches qui donnent une certaine épaisseur à la paroi, à la spore, et qui donnent une surprotection de l'ADN contre le milieu, l'environnement hostile. Donc une surprotection. Les 4 couches sont le cortex, la tunique interne, la tunique externe et l'exosporium. Toutes ces couches vont protéger donc l'ADN. Ils vont protéger l'ADN de l'espèce sporulante. Voilà. Une cellule bactérienne, voilà la spore. Elle se forme à l'intérieur de la cellule bactérienne. Voilà ici la spore. Tout ça la spore. Voilà la paroi sporale, l'ADN. Donc tout ça c'est la spore. Le cortex, la tunique interne, la tunique externe, ainsi de suite. Voilà. Ça c'est le schéma, c'est une photo d'une spore. Voilà. Donc tout ce nombre donc, de couches qui entourent l'ADN, il va protéger l'ADN contre quoi? Contre la température élevée, contre la sécheresse, contre le manque de nutriments. Et la spore, elle est là, elle existe dans le milieu, dans cet état-là, tant que le milieu est défavorable.
Tant que le milieu est défavorable, la spore existe dans cette forme. Maintenant, si le milieu il devient favorable, voilà, regardez. Donc, dans les conditions favorables, on va commencer l'histoire ici. Lorsque les conditions sont favorables, la cellule elle est sous sa forme végétative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme vivante qui se nourrit, qui se divise, qui est mobile, ainsi de suite. Si le milieu il devient défavorable, elle commence à sporuler, elle commence à entourer son ADN par sa membrane, sa paroi, ainsi de suite. Elle va former une paroi. Et elle va former une spore. Cette spore, elle va s'épaissir, 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 déchirer le corps bactérien, elle va sortir. Elle est là, la spore. Tant que les conditions sont défavorables, c'est une spore. Si les conditions redeviennent favorables, elle va germer. Qu'est-ce que ça veut dire, elle va germer? La germination, c'est quoi? C'est la sortie de quoi? La sortie, je vais vous montrer les parties qui vont se déchirer, les parties qui vont rester intactes. Voilà. Ça, c'est la membrane sporale qui va devenir une membrane plasmique de la nouvelle cellule. Ça, c'est le cytoplasme sporal, il va devenir le cytoplasme de la nouvelle cellule. Et la paroi sporale, ici, voilà la paroi sporale, elle va devenir la paroi de la nouvelle cellule. Ce qui va se déchirer, c'est quoi? C'est tous ces éléments. Le cortex, la tunique interne, la tunique externe et l'exosporium, tous ces couches-là, ils vont se déchirer. Et cette partie-là, elle va sortir, cette partie-là, qui est constituée d'ADN, membrane, paroi. Elle va sortir et elle va s'allonger et elle va donner une nouvelle cellule végétative. Donc imaginez, on coupe toutes ces couches et on va faire sortir l'ADN plus la membrane plus la paroi. Voilà, elle va sortir, elle va s'allonger, elle va faire pousser son flagelle et elle va devenir une autre cellule. Voilà. Donc quand le milieu il devient favorable, la partie ADN, membrane, paroi, elle va sortir et elle va devenir une cellule végétative. La cellule végétative, elle est là. Elle se nourrit, elle se divise, elle se déplace. Et si le milieu devient défavorable, elle va redevenir spore. Si le milieu devient favorable, elle va germer. Elle va donner une cellule végétative, ainsi de suite. Donc, conclusion, la spore, c'est quoi? C'est un moyen de protection de la cellule bactérienne contre un milieu hostile, un milieu défavorable. Si le milieu est favorable, elle est sous sa forme végétative. Si le milieu est défavorable, elle devient spore. Souvenez-vous donc ici, parce qu'on va utiliser ce terme-là dans les techniques de stérilisation, les spores ne sont pas faciles à éliminer. Lorsque je veux faire une stérilisation, par exemple d'un milieu de culture, lorsque je veux stériliser, je veux éliminer les micro-organismes à partir d'un milieu de culture, si les bactéries dans ce milieu de culture sont sporulentes, les spores résistent à la température. Les spores ne sont pas détruites à 100 degrés. Elles sont détruites par autoclavage, c'est-à-dire il faut que je augmente la température jusqu'à 120 degrés pendant 20 minutes pour pouvoir tuer une spore. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée. Vu le nombre de couches qui entourent l'ADN, il est difficile de détruire cet ADN, sauf si on augmente la température à 120 degrés. Voilà. Donc la position de la spore. Chaque genre, chaque espèce bactérienne, elle a une certaine position typique de la spore. Donc vous pouvez avoir des spores ovales terminales, des spores rectangulaires terminales, des spores rectangulaires subterminales. Ça veut dire subterminale, elle n'est ni centrale ni terminale, entre les deux. Des spores rectangulaires centrales, des spores circulaires terminales, des spores circulaires centrales, exemple. Vous pouvez avoir des spores déformantes, c'est-à-dire elles déforment tout le corps bactérien. Je vous donne les images, certaines images, ici. Par exemple, ça, ce sont des bacilles. Regardez, là, je vais interpréter tout dans cette coloration de grammes. Ça, c'est une coloration de grammes. Celle-là, c'est une coloration de grammes. Donc, ce sont des streptobacilles. Pourquoi? Parce que c'est des bacilles en chaînette.
Ce sont des streptobacilles. Ce sont des bacilles. Donc, la forme cellulaire, c'est quoi? Ce sont des bacilles à extrémités arrondies. Voilà. Organisées en chaînettes. Donc, ce sont des streptobacilles sporulentes. Regardez la spore, comment elle apparaît. Ce sont des spores ovalaires subterminales. Voilà. Ce sont des spores ovalaires subterminales. Donc, gram positif. Ces bactéries sont des grammes positifs. Elles sont violettes. Regardez. Suite à la coloration de grammes, ça donne une coloration violette. Donc, ce sont des corps, ce sont des bactéries, des bacilles gram positifs. Bacilles aux extrémités arrondies, sporulentes, avec des spores ovalaires subterminales. Ici, vous avez un deuxième exemple. Ce sont des bacilles organisés en chaînettes aussi. C'est des gros bacilles avec des extrémités rectangulaires, des extrémités droites, rectangulaires, avec des spores centrales, des spores circulaires centrales. Voilà, circulaires centrales. Et ce sont des grammes positifs parce qu'ils sont colorés en violet. Ici, c'est la dernière forme. Ici. Donc, c'est une forme en club de golf. Ce sont des spores terminales déformantes qui déforment tout le corps bactérien. Regardez. Voilà. Dans tous les exemples que j'ai donnés ici, la spore ne se colore pas. Quelle que soit la coloration, la spore, elle ne répond pas à la coloration. C'est une spore, la spore, elle reste incolore et réfringente, c'est-à-dire elle brille. Lorsque je varie la vis micrométrique du microscope, elle devient brillante et incolore. Donc, sur ce, nous avons terminé ce chapitre. Donc, je vous remercie. À la prochaine partie. Bi'idhnillah.